est-ce que l'histoire de la Guinée est connue des Guinéens? Bon, je pense qu'on peut se hasarder à dire que très malheureusement, la majorité de nos compatriotes n'ont pas une compréhension, je dirais, suffisante Ouais. De l'histoire de notre pays, parce que, comme il l'a dit, d'abord, le système éducatif n'accorde pas beaucoup d'intérêt, si je puis dire, à l'histoire de la Guinée, en tout cas depuis 1958. Ce qui fait qu'il y a une lecture, je dirais, presque personnelle, parfois familiale, de l'histoire de ce pays, parce que généralement, les gens ils n'apprennent pas en fait l'histoire post-58 dans des manuels et tout ça. Et c'est dans un cadre familial, dans un cadre de socialisation, je dirais un peu de ce genre-là, qu'on apprend l'histoire du pays. Et forcément, on a des lectures forcément divergentes de ce passé-là. Donc là-dessus, forcément, le fait qu'on n'ait pas une population, je dirais, suffisamment informée sur son passé, fait qu'on a ce conflit, disons, de mémoire. Et bien entendu, est-ce que cela... comment dire, cela appelle à une réconciliation ou cela montre qu'il y a un besoin de réconciliation? Oui, parce que, mais ça, ce n'est que, à mon avis, ce sont les effets. Les causes sont beaucoup plus profondes. Et c'est de ce point de vue-là d'abord qu'il faut très bien poser le problème, savoir exactement quels sont les problèmes de ce pays pour pouvoir leur apporter une solution adéquate. On parlera tout à l'heure des problèmes de ce pays. Voilà. Alors je me tourne vers vous, docteur Abdoulaye Sylla. Il s'agit des questions de droit, de réparation. Mais aujourd'hui, au regard de l'impact de l'appropriation de l'histoire pour des fins de cohésion nationale, peut-on aller à l'avenir sans que lumière ne soit faite sur le passé? Merci beaucoup pour la question. En effet, je pense que pour mieux se projeter dans le futur, il faut savoir d'où on vient. C'est-à-dire qu'il faut jeter un regard sur notre passé, comme le disait le CNRD au lendemain de la prise du pouvoir. Il faut éviter les erreurs du passé. Mais dire éviter les erreurs du passé signifierait qu'on connaît déjà ces erreurs. Donc, ce qui veut dire que nous avons besoin de connaître notre histoire, savoir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et comment faire pour éviter les erreurs du passé. Ça, c'est fondamental pour la reconstruction de la nation. Et là, nous sommes dans une période de refondation qui nécessite vraiment de poser les bases du nouvel ordre constitutionnel à venir. Et cet ordre doit partir sur des éléments vraiment solides, d'autant plus qu'on aimerait que l'ordre s'enracine pour longtemps et demeure en tout cas longtemps en vie, la constitution qui sera rédigée. Donc il faut faire de sorte que les erreurs du passé soient corrigées. S'il y a besoin de réparer certaines erreurs, les réparer et se relancer dans le futur. Maintenant, on a deux possibilités en la matière, peut-être même voire trois. La première possibilité, c'est est-ce que nous voulons aller dans le sens du pardon, comme ça, faire tabula rasa sur les crimes du passé au nom de la paix. Ou bien, deuxième possibilité, nous voudrions mettre l'accent sur la justice, reconstruire une société sur la base de la justice, c'est-à-dire en luttant contre l'impunité. Troisième possibilité, et c'est l'idéal, c'est de construire la société à la fois sur la base de la paix et de la justice. C'est ça l'idéal. Mais en cette période de transition, les éléments sont un peu compliqués. Il y a des personnes qui sont censées participer au processus, mais qui, pour des raisons liées à leur gestion du passé, se retrouvent devant les tribunaux. Comment faire le dialogue avec ces gens-là? Un. Deuxièmement, il y a des personnes qui pensent qu'elles ont été victimes du fait qu'on a récupéré des biens de l'État. Et comment ramener ces personnes-là autour de la table? Vous voyez? Donc, il y a des éléments qui se posent. Il faut vraiment être très intelligent dans la gestion de toutes ces questions
pour essayer de trouver un consensus qui pourrait ramener tout le monde autour d'une même table et essayer de regarder à la fois en face notre passé et notre futur. Je pense qu'il n'y a que ça qui pourrait nous sauver. C'est ce qui nous amène à cette question avec vous, M. Ibrahim Diallo. Est-ce qu'aujourd'hui, l'appropriation par certains Guinéens, c'est-à-dire en République de Guinée, l'on constate que chaque histoire appartient à une communauté. Et les communautés s'approprient l'histoire mémorielle de la République de Guinée. Est-ce que le fait de s'approprier n'est pas effectivement l'antipode de l'entente entre les Guinéens? Merci pour cette question. Il est important de dire que il y a effectivement des causes historiques à cette situation. D'accord. Vous savez bien que lorsque la Guinée, on a créé les premiers partis politiques ont été fondés sur des bases à la fois ethniques et régionalistes. Vous vous rappellerez bien, lorsqu'on prend l'histoire de la Guinée coloniale, les premiers partis politiques créés de l'Union Mandingue, l'Union de la Basse-Côte, l'Amicale Gilbert Vieillard du Fouta, l'Union des insulaires, on s'est fondé sur ces éléments de départ. Et dès les premières élections en République de Guinée, dans son histoire constitutionnelle, les premières élections ont déjà été conflictuelles. Et ça a déjà donné, les premières élections organisées en Guinée avaient donné 7 morts. Il est important de savoir qu'à partir de ces moments, on n'a pas pu se départir de cette question d'appropriation. Cela a été encore, exacerbé par un certain nombre d'éléments que mes dévanciers viennent de dire. C'est que la question, chacun reçoit l'histoire à partir de sa famille. Lorsque on va avancer tout de suite. Mais est-ce que l'histoire est réellement enseignée dans nos différentes familles? Effectivement. Je ne suis pas d'accord avec vous. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas l'histoire de la Guinée. Il est très important que chaque famille qui explique l'histoire de la Guinée l'explique en sa faveur. Ouais. Et cet élément est un élément important qui a permis de pervertir des choses. Et chacun l'a expliqué à sa manière. Je vous prends un élément très simple. Lorsque tout de suite, mon camarade Sano parlait de l'histoire des héros de la Guinée de l'indépendance, pour le Fouta, il m'a parlé d'Alpha Yaya Diallo. Alpha Yaya Diallo n'est pas considéré comme un héros au Fouta, là où il y a Boubacar Biro. Donc c'est des éléments très importants qu'il faut prendre. Il y a des éléments... Mais pourquoi il n'est pas considéré comme un héros? Lorsque vous écoutez l'épopée du Mandingue, dès le départ, le Bembe Jazz qui nous a tous bercés et qui nous a donné des éléments importants d'histoire. Lorsque vous écoutez l'histoire, on vous dit Alpha Yaya Diallo, roi du Fouta. Ce n'est pas quelque chose de vrai. Le roi du Fouta, c'est l'Almami. L'Almami, il a toujours été Bari, c'est dans la famille de Timbo. Ce n'est pas au truc. Donc, il est important, lorsque nous parlons de l'histoire de ce pays, avant de parler d'abord de réconciliation nationale, il est important de revenir, de rectifier certains tirs, de comprendre qu'est-ce qui s'est effectivement passé et, avant d'avancer. Le plateau s'échauffe, donc on va partir. Oui, rapidement avec vous, M. Ibrahim Sano. D'abord, je veux faire 2 observations. D'accord. Premièrement, lorsqu'on dit que l'histoire de la Guinée indépendante n'est pas enseignée, il faut dire que clairement, la raison c'est quoi? Parce que quelque part, il y a eu beaucoup de violence qu'on a décidé de couvrir cette période de voile pudique. Dans l'école de l'histoire de la Guinée. On n'en parle pas. Ouais. Il y a un voile pudique. Il y a eu, je vais vous dire, lorsqu'il y a par exemple une commémoration d'une date, il y a 3 choses qui sont là dans le rituel de la commémoration. C'est les lieux, c'est les personnages, on va dire que c'est les symboles. Le lieu, on connaît, il y a les Jacques de Fleurs qu'on va poser tout. Mais lorsqu'on parle des personnages, allez à la place des martyrs. Ceux qui y sont ne sont pas les martyrs de la Guinée indépendante. Évidemment. Quand j'ai décidé de marcher, le 19, 20 et 21 août 2018, lorsque la Guinée devait avoir 60 ans, du camp Kemebouama à la place des martyrs, quand je suis arrivé à la place des martyrs, c'est ce que je leur ai dit. 60 ans, où sont les héros? Où sont ceux-là qui sont les pères fondateurs? Oui. Lorsqu'on cite, c'est les gens du PDGRDA qu'on cite clairement qui viennent à l'esprit. Automatiquement, les autres, on ne parle pas d'eux. Il y a un voile pudique. Donc on aurait créé une histoire pour la République de Guinée qui n'est réellement pas cette histoire. Je vous explique pourquoi. Parce qu'il y a eu des violences. Ouais. Et maintenant, lorsqu'il n'y a pas une histoire officielle, un récit national, et je vais vous dire que c'est la puissance publique qui a ce monopole, un peu partout dans le monde. C'est-à-dire que le récit national ne s'impose pas. Il se fait à partir des politiques mémorielles. Mais quoi qu'il arrive, il y a toujours, disons, dans les cadres sociaux, pour reprendre Maurice Holbach, il y a toujours ce que chacun peut expliquer. La famille, l'appartenance ou tout. Mais ce qu'on n'a pas, c'est qu'on n'a pas une histoire officielle.
universel. Et la rédaction d'un récit national incombe souvent à la puissance publique. Vous savez, lorsque vous aviez dit par exemple qu'Alpha Yaya, ce ne sont pas des héros, pour la Première République, écoutez, il y a toujours un petit problème. Lorsqu'on veut faire une histoire, un récit national, il y a la question naturellement de l'objectivité, mais l'idée aussi de la cohésion derrière. L'idée de la cohésion. Quelque part, c'est comme si on faisait des arrangements, des compromis pour éviter. Lorsque le Sénégal a décidé de rédiger l'histoire générale, Lat Dior Diop, pour les Sénégalais, ils savent bien que sur son assassinat, des causes qui sont proclamées ne sont pas celles réelles. D'accord. Mais à vouloir le dire on va poursuivre. Et l'autre chose, c'est quoi? L'autre chose, c'est quoi? Je vais finir une seule phrase, pardon. Une seule phrase sur ce que le docteur a dit. Ouais. Je veux qu'on distingue la réconciliation nationale du dialogue. Les raisons ne sont pas les mêmes. S'il y a des gens qui ont des a priori, j'insiste là-dessus, s'il y a des gens qui ont des a priori, les a priori sont politiques. Ça, c'est sur des questions de la transition. La question de réconciliation est bien plus noble, bien plus profonde. La réconciliation à part, le dialogue à part. Monsieur Ibrahim Sanon, je veux simplement dire coucou et bonsoir à ceux qui nous suivent du côté de Nongor, Kiroti, Cité Bafon. Merci pour ce club d'écoute que vous avez créé là, Moussa Logique. Merci à vous. Nous allons revenir tout à l'heure, juste après cette réclame publicitaire, pour comprendre un peu comment une nation avec un peuple aux orientations antagonistes, aux énergies étouffées et dispersées, peut-elle se surpasser de ces considérations pour s'unir et se donner la main. On revient tout à l'heure après cette réclame publicitaire. Tout à l'heure.